Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez que cela fait exactement 11 jours aujourd'hui que les acteurs de la société civile indépendante, à savoir Michael Zoudi, Moudi Moussa, Halidou Munkel, Habibou Soumaïla et Moussa Tchangari, ainsi que le président du syndicat des commerçants du Niger, Sani Shekaro, sont incarcérés dans différentes maisons d'arrêt de la région de Tillabéri et celle de Niamey suite à la manifestation du 15 mars dernier. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent pour réclamer leur libération. Le message à la nation du président de la République relativement à la gestion du Covid-19 adressé le 27 mars 2020 n'a pas laissé indifférents les acteurs de la société civile indépendante. Pour Nuhu Mohamedou Arzika, l'état d'urgence sanitaire décrété et le couvre-feu sont à saluer, même si beaucoup de zones d'ombre demeurent. On écoute le président du MPCR, Nuhu Mohamedou Arzika. Les mesures, elles vaut ce qu'elles vaut. Mais en ce qui nous concerne, nous estimons que c'est vrai, ailleurs on a pris ces mesures de couvre-feu, mais nous n'avons pas les mêmes réalités du point de vue social, du point de vue économique. Et nos réalités ne sont pas les mêmes. Vouloir imposer aux gens un couvre-feu de 19h à 6h du matin, c'est vouloir aussi en même temps méconnaître certaines réalités sociales et économiques de nos populations et qui en réalité est vivante. Et si on oblige les gens à partir de 19h à rentrer chez eux et à se couvrir là-bas, et je ne sais pas concrètement en termes de conséquences sociales et qu'est-ce qu'on va être amené à enregistrer qui n'ont rien à voir avec l'impact du coronavirus en question, mais ça serait l'impact de la mesure qui est prise, qui va pouvoir produire d'autres effets et de notre point de vue négatif sur la vie d'une importante quantité de nos populations. Mais cela ne veut pas dire que nous ne considérons pas que s'il y a lieu qu'on fasse couvre-feu, qu'on puisse le faire peut-être, pourquoi pas, à 21h30 ou à 22h. Et comme ça, on aura permis aux gens d'être en situation. Ou alors, définir dans le contenu de ce couvre-feu que ce n'est pas un couvre-feu total, que lorsqu'il y a des urgences, et quelqu'un a des urgences, a des obligations qui doivent le faire déplacer, qu'on puisse être dans la position de définir des types de personnes ou des types de cas où on peut être en situation de pouvoir sortir même sous le couvre-feu. Et comme ça, qu'il n'y ait pas de bavure. Et avec tout ce que ça peut sous-entendre. Maintenant aussi, en ce qui concerne l'autre mesure, toujours dans la même logique qui a été annoncée par le président, c'est la mesure d'isolement de la ville de Niamey. L'isolement de la ville de Niamey, ça veut dire qu'à partir de lundi à 0h, plus personne ne sort, plus personne ne rentre à Niamey. Et cela pendant la durée du temps annoncé. Bon, est-ce que concrètement, nous pouvons supporter ça? Est-ce qu'on peut être dans une situation où à Niamey, personne ne rentre, personne ne sort, et qu'on puisse être dans la position de vivre pendant le temps qu'on a annoncé? Je pense que là aussi, c'est une mesure qui prête à caution, qui doit pouvoir être mesurée pour être dans la position de savoir comment tenir compte. C'est vrai, c'est un problème difficile compte tenu de ce que représente le danger de cette maladie qu'on regarde à la télé un peu partout dans les autres pays. Et on voit bien que même dans ces pays-là, la situation est effectivement délicate, pitoyable. Un pays comme l'Italie, comme l'Espagne et aujourd'hui les États-Unis même. Donc on voit bien ce que ça représente. Mais malgré tout, les mesures qu'elles peuvent être amenées à prendre et les contre-mesures là, elles peuvent être plus dangereuses en termes et elles peuvent blesser les gens en silence. J'ai parlé la dernière fois, je disais, on peut craindre le coronavirus et que le corona puisse effectivement aggraver la situation des gens et être pire que même le virus en question.
Noir Zika que vous retrouverez en partie magazine de cette édition. Toujours dans son message à la nation, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a édicté un certain nombre de mesures à l'endroit de la population, dont celles concernant la fiscalité et l'aspect financier. Des mesures canalisent l'économie Soli Abdoulaye dans le reportage qui va suivre. Le coronavirus est dans presque tous les États du monde. À l'heure actuelle, c'est en Europe que le coronavirus est en train de commettre des dégâts avec la mort de plusieurs milliers de personnes. Cependant, le Niger, comme beaucoup d'autres pays, n'est pas épargné par le coronavirus. Ainsi, face à la propagation du virus, plusieurs mesures ont été édictées dans le dernier message à la nation du président de la République, Issoufou Mahamadou. C'est le cas des mesures fiscales qu'analyse l'économie Soli Abdoulaye. Du point de vue économique, vous voyez bien qu'il y a des mesures fiscales qui ont été prises et des mesures financières. Les mesures fiscales, quand on les regroupe, c'est en fait des allègements fiscaux qu'on a fait aux gens. Par exemple, si vous prenez des importateurs qui désirent importer donc des produits qui sont en relation avec cette maladie-là, que ce soit les solutions hydroalcooliques, que ce soit les kits de protection, donc les cache-nez et autres, que ce soit les savons, que ce soit les touques, n'est-ce pas, qu'on utilise pour laver les mains, donc mettre de l'eau, que ce soit des produits même. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une convention qui dit que la nivaquine, la chloroquine, en tout cas, est en train de faire son travail sur le virus du corona. Donc ça veut dire qu'il y aura des importateurs qui vont amener ces produits pour vendre, n'est-ce pas, donner aux pharmacies. Alors tous ces gens qui vont importer tous ces produits-là vont se voir exonérés des droits et taxes. Donc quand on dit droits, c'est les droits douaniers, les droits d'entrée, c'est cela. Il y a un certain nombre de droits qui sont là. Et les taxes aussi, telles que la TVA, donc ils ont été exonérés à 100%. Plus encore, en dehors des mesures fiscales, des mesures d'ordre financier ont été prises. Vous voyez bien, les banques sont les collaborateurs des entreprises, des opérateurs économiques. Si les opérateurs économiques ont des problèmes, ça veut dire que ces banques vont avoir des problèmes. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne peuvent pas faire face à leur échéance au niveau des banques. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'on n'a pas oublié donc les banques. Les banques ont été regardées donc d'un bon oeil. On va liquider les banques. C'est-à-dire, quand je dis liquider, mettre plus de liquidité au niveau des banques. Il y a à peu près 530 milliards que la BCAO a accepté d'injecter au niveau des banques pour elle aussi supporter donc, le manque de versement ou d'honorer les échéances de ces différents clients. Parce que la banque aussi, vous savez, qu'elle prête l'argent avec d'autres banques, avec la BCAO particulièrement, et aussi avec les banques qui sont du même niveau, le même rang, telles que les banques commerciales. Une banque commerciale peut aller chercher des crédits avec une autre banque commerciale. Donc, ça veut dire qu'eux aussi, ils vont avoir des problèmes. Maintenant, pour qu'ils n'aient pas ces problèmes-là, on va les rendre plus liquides. Donc, elle va avoir accès à un refinancement, mais à un coût vraiment très bas. Vous comprenez? Pour les accompagner, donc à ne pas s'en prendre aux clients, donc qui sont les opérateurs économiques, les propriétaires d'entreprises, qui sont donc leurs collaborateurs. Toujours en ce qui concerne les mesures d'accompagnement en ces temps de crise sanitaire mondiale, le gouvernement du Niger a décidé de prendre en charge les factures d'eau et d'électricité du mois d'avril et mai. L'État a accepté exceptionnellement de prendre en charge pour les 2 mois à venir, donc le mois d'avril et le mois de mai, n'est-ce pas, les factures d'eau et d'électricité des ménages, tous les ménages nigériens qui sont dans les tranches donc, sociales. Ceux qui, vous savez, les tranches sociales, c'est des catégories de tranches. Par exemple, pour l'eau, c'est des euros, je crois, à 10 mètres cubes. C'est ça la tranche sociale. N'est-ce pas? La tranche sociale pour l'électricité, je ne sais pas, c'est de combien de kilowatts à combien, je ne sais pas. Mais ceux qui se retrouvent dans ces tranches-là, ils vont se voir prendre en charge leur facture pour les 2 mois à venir, le mois d'avril et le mois de mai. Ce n'est pas petit. Donc vous voyez bien que l'État fait tout pour alléger, n'est-ce pas, aux différentes composantes de la population, ce qui peut avoir des effets comme donc, effet économique, effet social, ainsi de suite. Donc vraiment, l'État il est à féliciter par rapport à cela. Il est indéniable. La batterie de mesures prises par le gouvernement en ces moments où le coronavirus circule, en vue de faciliter ou adoucir les conditions de vie des citoyens, mérite la reconnaissance des uns et des autres.
Le couvre-feu annoncé par le président de la République et qui concerne la ville de Niamey a été globalement respecté hier par la population, comme nous le précisent nos reporters Nasser Antofo et Sadou Doumi. 19h, c'est l'heure indiquée pour le début du couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Niamey. Boutiques et autres étalages fermés, la circulation quasi inexistante, des rues désertes. Seuls quelques jeunes curés sont visibles aux abords du goudron. C'est l'image de Niamey sous l'état d'urgence sanitaire. Au grand carrefour, des dispositifs des forces de défense et de sécurité pour le contrôle des pièces et autres conseils d'usage dans un professionnalisme inédit. Aucune scène de violence ou d'humiliation. Autre patrouille, c'est celle des autorités en charge de la ville de Niamey, faisant le tour pour soutenir les forces de défense et de sécurité, mais aussi et surtout faire le constat de cette première nuit. Là, vous avez vu que le message du président de la République a été reçu, respecté. Donc là, je viens de faire le tour de la ville de Niamey, les rues sont désertes, donc la population a bien entendu, la population est consciente du danger et nous avons besoin de cette discipline. Nous avons besoin que cette discipline elle continue, elle se généralise, elle se pérennise pour qu'ensemble nous puissions en tout cas respecter toutes les mesures que le gouvernement a données. Cela va certainement nous aider à surmonter cette crise, cette situation. Ces couvre-feu instaurés entre 19h et 6h et cela pendant 2 semaines fait suite à l'état d'urgence sanitaire décrété dans la région de Niamey pour cause de la pandémie du coronavirus dont le Niger essaye de faire face avec des mesures préventive. À ce jour, 18 cas ont été arrêtés avec malheureusement 3 décès. Les acteurs de la société civile incarcérés il y a une dizaine de jours dans différentes prisons suite à la manifestation du 15 mars dernier sont-ils concernés par la libération de 1450 prisonniers annoncés par le président de la République dans son message à la nation? Et qu'en est-il de l'interdiction de leur rendre visite telle que décidée par le ministre de la Justice? Élément de réponse avec Nouhar Zeka. Il faut absolument que nos camarades soient libérés. Parce qu'il n'y a aucune raison que nos camarades puissent continuer à garder prison. Il n'y a aucune raison. En fait, ils n'ont rien fait. C'est juste une certaine haine maladive d'un certain groupe de gens qui pensent que nous, acteurs de la société civile nigérienne, particulièrement notre groupe, les dérange, les embête. Et notre liberté de temps les dérange. Et c'est pour ça, d'ailleurs, certains ont même pensé que cette mesure-là, qui est tombée en même temps que la décision de leur mandat de dépôt est une coïncidence surprenante. Qu'on soit dans la position de considérer qu'on va interdire aux détenus le droit à visite. Pour quelle raison? Quelqu'un qui est un détenu, on parle des avocats, mais les avocats, ça concerne les gens qui sont prévenus. Mais les détenus qui sont condamnés, ils ont besoin d'avoir des visites. Même s'ils sont condamnés, ils purgent leur peine, ils ont besoin d'avoir des visites. Pourquoi on va décider d'empêcher la visite et cela pendant 3 mois? Isoler les gens comme ça de leurs amis, de leurs parents, de leur fréquentation pendant 3 mois. Pour quelle raison? C'est une mesure injuste, c'est une mesure abusive, c'est une mesure illégale. On a beau dire que c'est pour les protéger, mais écoute, c'est facile de tout mettre sur le dos du coronavirus. Mais on peut prendre des mesures aussi pour être dans la position de faire en sorte qu'avant qu'il y ait le contact entre un prisonnier et son visiteur, qu'il y ait des mécanismes qui feront en sorte qu'il ne puisse pas se voir sans qu'il ne puisse prendre les précautions qu'il faut. Donc ça, c'est un argument qui ne tient pas la route. Maintenant, nous estimons, et nous l'avons déjà interpellé, la Commission nationale des droits humains en ce sens, pour qu'elle puisse être dans la position de comprendre que dans ce cas-là, il y a un abus de droit, une violation flagrante des droits des détenus, et en décidant qu'ils ne vont pas avoir droit à visite pendant 3 mois. Nos camarades, je dis, nos camarades doivent être libérés. Moi, je me mets dans la perspective qu'ils n'ont pas plus de temps à passer au niveau de ces prisons. Ils doivent être élargis, surtout qu'il n'y a rien à les reprocher. Et si on a libéré même des condamnés pour des fautes mineures, comme on a dit, mais eux, leur faute c'est quoi? Quelle faute ils ont commise? Ils n'ont rien fait. S'il y a faute, ce sont les gens qui les ont fait arrêter. Ceux-là qui sont coupables des fautes aussi graves que le détournement des deniers publics dans nos ministères,
au niveau du ministère de la Défense et qui a fait qu'on n'a pas pu acquérir des bons matériels et on a été agressé par des terroristes qui ont eu le dessus sur nous et qui nous ont engendré des morts, des centaines de morts. Nous devons rester stoïques, imperturbables et déterminés dans cette lutte-là que nous avons engagée pour qu'il y ait justice dans notre pays, pour la libération de nos camarades, mais aussi pour la libération de notre peuple du joug de ceux-là qui aujourd'hui sont en train de poser des actes qui sont là flagrants et qui méritent d'être combattus, qui méritent d'être dénoncés, qui méritent d'être sanctionnés. Ce n'est pas à nous d'être en prison, mais c'est à eux de l'être. Donc nos camarades, leur place n'est pas en prison, leur place est sur le champ de la lutte citoyenne. Et que, Inch'Allah, la lutte continue. Inch'Allah, comment les uns et les autres vont devoir les libérer, qu'ils veuillent ou non. Parmi les mesures supplémentaires annoncées par le président de la République pour protéger la population du Covid-19 figure le recrutement de 1500 agents de santé, dont 300 médecins. Une décision saluée par les syndicats du secteur de la santé, bien qu'ils jugent insuffisants les 1500 qui seront recrutés. Haria Salah et Halid Brema pour le reportage. 1500 agents de santé, dont 300 médecins, seront recrutés. C'est l'une des mesures sanitaires annoncées hier par le président de la République dans son message à la nation. Cette décision est salutaire pour les syndicats du secteur de la santé, à savoir le Symphamed et le SUSAS, même s'ils disent que c'est insuffisant au vu de la prise en charge sanitaire des Nigériens. C'est très bien ce que le président a fait, mais c'est insuffisant au vu justement, en tout cas, des attentes. Parce que là, on est déjà dans une crise, en tout cas mondiale, qui dépasse effectivement le Niger, qui dépasse l'Afrique tout entière. Il va falloir que les gens comprennent bien que 300 médecins, honnêtement, en tout cas, au vu de ce qui se passe, risquent effectivement de ne pas suffire. Donc, nous demandons instamment au président, effectivement, d'augmenter, en tout cas, la part des médecins, effectivement, dans ce recrutement. Donc, de recruter pourquoi pas 300 autres. Parce qu'au-delà justement de la crise, déjà le système aussi manque de médecins. J'avoue, il faudrait vous le dire que même les 1500, c'est une goutte d'eau dans un océan. Nous prenons acte quand on recrute, même si c'est 2 agents qui ont un poste budgétaire, c'est important. Mais au-delà, c'est que c'est insuffisant pour le besoin en ressources humaines au Niger. Je vous le dis, c'est très insuffisant. Je lance encore un appel. Il est grand temps de recruter d'autres 1500 agents. Le syndicat unique de la santé et de l'action sociale demande au gouvernement de prendre en compte tout le corps de la santé dans ce recrutement. Prenez les 1500 ou les 1000 agents dont le concours est lancé. Vous aurez une dizaine de corps qui ne sont pas pris en compte et qui font un travail qui n'est pas de moindre, tant du point de vue clinique que du point de vue promotionnel ou préventif. La répartition de ces 1000 places a été en fait mal faite. Si vous prenez les ASB, infirmiers de santé de base, mais l'infirmier de certifié fait le même travail, moins coûteux, s'il faut le dire même. Et pourtant, ils sont omis. Vous prenez santé mentale, ou vous prenez santé de la reproduction, ou vous prenez dermatologie, ou vous prenez l'ERL, ou vous prenez ophtalmo, pour ne citer que cela. C'est des cas qui sont extrêmement importants dans le cadre clinique qu'on a mis à l'écart. Nous avions dit, nous sommes parfaitement d'accord que le recrutement, mais même à l'interne, faites un prorata. Vous faites ça au prorata des corps existants. Ces 2 syndicats saluent également les agents de santé et les encouragent pour le travail qu'ils abattent dans les formations sanitaires. Et j'ai profité justement de votre micro pour en tout cas saluer en tout cas le courage des agents de santé qui sont en tout cas dans nos formations sanitaires, qui sont au niveau, si vous voulez, de centres de prise en charge, qui sont actuellement à réunion jours et nuits. Il y en a qui partent chez eux, effectivement, vers 3h du matin, 4h du matin, pour juste avoir 2-3 heures de repos et revenir effectivement le matin pour réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire et quoi prendre comme décision, en tout cas pour endiguer effectivement ces fléaux. Il y a lieu de féliciter l'ensemble des agents de la santé. Ces agents-là,
s'il y a quelque chose qui dépasse le témoignage, il le mérite. Au vu de la gravité de la situation du coronavirus, le gouvernement doit augmenter le nombre des agents à recruter. Nous arrivons à la partie magazine de ce journal qui traite de la lecture faite par Nuhu Arzika relativement au dernier message à la nation du président de la République. Très bonne réception et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le message à la nation du président de la République. Ce message qui a été porteur de beaucoup de mesures. En tout cas, une batterie de mesures ont été annoncées. Et la dernière fois, il vous souviendra que nous avons fait aussi le même commentaire. Et après le message à la nation du 17 mars passé, nous avons relevé que ces mesures-là ont été édictées à travers un communiqué et qui n'était pas, où on n'avait pas en fait véritablement pris les dispositions juridiques qu'il fallait, comme ça a été le cas cette fois-ci. Donc là, nous notons que cette fois-ci, on a pris en compte que si on veut bien prendre certaines mesures et qu'elles puissent avoir une base légale et juridique et d'application, il fallait, par exemple, décréter l'état d'urgence sanitaire. Parce qu'ailleurs où ça a été fait, il a fallu que cette mesure soit prise avant de s'autoriser à prendre d'autres mesures et qu'on a pu mettre en place là-bas et dans ces pays-là. Or, il se trouve que cette fois-ci, là, le président a annoncé qu'il y a un certain nombre de mesures et pour cela, il a dit instruire le gouvernement que des dispositions soient prises pour qu'on soit dans la position de mettre en œuvre ces mesures d'accompagnement. Donc la première décision, c'était la proclamation de l'état d'urgence. Désormais, on est sous l'empire de l'état d'urgence sanitaire. On doit aussi, là aussi, expliquer aux gens qu'est-ce que ça signifie concrètement. Qu'est-ce que ça implique concrètement. Qu'est-ce que ça donne comme droit à des restrictions et du point de vue légal, pour que les uns et les autres soient dans la position de connaître ça. On a suivi automatiquement, le président a annoncé qu'ils vont prendre des mesures de couvre-feu, par exemple. Des mesures de couvre-feu, et ici à Niamey particulièrement, où on a estimé que on va faire le couvre-feu à partir de 19h jusqu'à 6h du matin. Cette mesure, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais en ce qui nous concerne, nous estimons que c'est vrai, ailleurs, on a pris ces mesures de couvre-feu, mais nous n'avons pas les mêmes réalités du point de vue social, du point de vue économique. Et nos réalités ne sont pas les mêmes. Vouloir imposer aux gens un couvre-feu de 19h à 6h du matin, c'est vouloir aussi, en même temps, méconnaître certaines réalités sociales et économiques de nos populations et qui en réalité vivotent. Et ici on oblige les gens à partir de 19h à rentrer chez eux et à se couvrir là-bas, et je ne sais pas concrètement en termes de conséquences sociales et qu'est-ce qu'on va être amené à enregistrer qui n'ont rien à voir avec l'impact du coronavirus en question, mais ça serait l'impact de la mesure qui est prise, qui va pouvoir produire d'autres effets et de notre point de vue négatif sur la vie d'une importante quantité de nos populations. Mais cela ne veut pas dire que nous ne considérons pas que s'il y a lieu qu'on fasse couvre-feu, qu'on puisse le faire peut-être, pourquoi pas, à 21h30 ou à 22h. Et comme ça, on aura permis aux gens d'être en situation. Ou alors, définir dans le contenu de ce couvre-feu que ce n'est pas un couvre-feu total, que lorsqu'il y a des urgences, et quelqu'un a des urgences, a des obligations qui doivent le faire déplacer, qu'on puisse être dans la position de
de définir des types de personnes ou des types de cas où on peut être en situation de pouvoir sortir même sous le couvre-feu. Et comme ça, qu'il n'y ait pas de bavure. Et avec tout ce que ça peut sous-entendre. Maintenant aussi, en ce qui concerne l'autre mesure, toujours dans la même logique qui a été annoncée par le président, c'est la mesure d'isolement de la ville de Niamey. L'isolement de la ville de Niamey, ça veut dire qu'à partir de lundi à 0h, plus personne ne sort, plus personne ne rentre à Niamey. Et cela pendant la durée du temps annoncé. Bon, est-ce que concrètement, nous pouvons supporter ça? Est-ce qu'on peut être dans une situation où à Niamey, personne ne rentre, personne ne sort, et qu'on puisse être dans la position de vivre pendant le temps qu'on a annoncé? Je pense que là aussi, c'est une mesure qui prête à caution, qui doit pouvoir être mesurée pour être dans la position de savoir comment tenir compte. C'est vrai, c'est un problème difficile compte tenu de ce que représente le danger de cette maladie qu'on regarde à la télé un peu partout dans les autres pays. Et on voit bien que même dans ces pays-là, la situation est effectivement délicate, pitoyable. Un pays comme l'Italie, comme l'Espagne, et aujourd'hui les États-Unis même. Donc on voit bien ce que ça représente. Mais malgré tout, les mesures qu'elles peuvent être amenées à prendre, et les contre-mesures là, elles peuvent être plus dangereuses en termes et elles peuvent blesser les gens en silence. J'ai parlé la dernière fois, je disais, on peut craindre le coronavirus et que le corona puisse effectivement aggraver la situation des gens et être pire que même le virus en question qui est hypothétique qu'on attend. Peut-être qu'on pourrait même ne jamais le rencontrer. On souhaite qu'on ne le rencontre jamais. Inch'Allah. Donc, et ça, c'est concernant les mesures annoncées. Et sur le plan de la mobilité des personnes. Maintenant, il y a d'autres mesures qu'on a appris sur les mesures économiques, en faveur de certains opérateurs économiques qui, du fait de ces mesures, les restrictions-là, naturellement, vont connaître des chutes en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus. Il y a même certains acteurs économiques qui, du fait même de ces mesures de blocage, naturellement n'ont même pas la possibilité d'avoir des revenus. Et c'est une situation qui est là et qui mérite qu'on puisse réfléchir pour leur compte des types de solutions de soutien. C'est vrai, on a annoncé les mesures de vente à prix modéré, je ne sais pas, d'aide d'urgence, mais ça va à qui? Les ventes à prix modéré, c'est bien, mais il faut aussi avoir même de quoi acheter, même à prix modéré. Et ils sont nombreux, ceux qui n'ont pas le minimum et qui attendent même peut-être du gratuit, et avec ce qu'on est en train d'annoncer, peut-être ne pourra jamais atteindre la vraie cible. Parce que nous avons que même dans ça, il y a aussi certains acteurs véreux, comme à leur habitude, qui vont être dans la position d'être tentés de détourner cet argent-là. Et les gens, exactement comme vous avez vu, les gens qui ont pu détourner l'argent d'achat des matériels qu'il faut donner aux militaires pour qu'ils travaillent à sauver la vie des peuples, des citoyens, de défendre la nation, des gens qui ont pu faire ça et on a arrêté des morts, il n'est pas évident que là aussi on ne puisse pas encore trouver d'autres qui vont considérer que l'affaire du corona est une affaire, est un business où il faut chercher à se faire de l'argent. Donc, ils seront certainement nombreux à vouloir être tentés, mais il faudra redoubler de vigilance. Parce qu'on ne va pas prendre certaines mesures qui sont censées être en faveur des populations, en faveur de la majorité, mais que ceux qui vont être les bénéficiaires de ces mesures ne vont pas véritablement en bénéficier, parce qu'il y a des coques en jambes un peu partout. Et l'État va perdre des recettes, mais les citoyens pour qui on a fait cette remise de recettes ne vont pas véritablement y bénéficier. Et ça veut dire que c'est comme si on aura perdu pour rien. Parce que c'est quand même des milliards que l'État va perdre avec la rénonciation à travers les mesures fiscales et autres qui ont été annoncées. Et j'avoue que c'est peut-être un peu cynique, mais vous vous rendez compte, nous avons passé 2 ans
et en 2018, en train de plaider la nécessité de ne pas faire certaines mesures fiscales, de les réduire, de les repenser pour tenir compte de la situation des populations. Aujourd'hui, c'est le coronavirus et qui nous amène, qui nous oblige à finalement être dans la position de retrouver ces mesures-là d'allègement fiscal et de facilitation fiscale qui vont pouvoir permettre normalement de pouvoir un peu alléger les souffrances des populations, surtout à la veille de ce mois béni de Ramadan qui s'annonce. Et dans quelques jours, c'est pratiquement le mois de Ramadan qui va commencer. Donc, et ça aussi, nous pensons que c'est très important. Il faut aussi qu'il y ait de la vigilance. Ces mesures, c'est bien, mais il faudra aussi s'assurer qu'elles ne vont pas être manipulées, détournées et au seul profit de quelques personnes. Et comme d'habitude, vous savez, les années antérieures, le gouvernement a l'habitude de faire des exonérations sur certains produits de première nécessité, mais en réalité, ces exonérations, elles s'arrêtent au niveau des opérateurs et qui tirent les profits. L'État perd et il gagne, mais les citoyens ne bénéficient pas, le consommateur. Voilà. Autre chose qu'on a vu comme mesure, c'est les mesures sociales. Les mesures sociales qui sont annoncées, c'est la décision qui est l'une des les plus importantes, c'est à la suite de la recommandation des Nations Unies et qui a plaidé pour que, compte tenu de la situation, il faut que les États, il invite les États à désengorger leurs prisons et à créer les conditions pour alléger comment on appelle ça, le nombre de personnes qu'il y a dans les prisons. Et que bon, le président a accepté de prendre la mesure qui a consisté à prévoir jusqu'à 1540 personnes qui sont dans la situation dans la situation de référence considérée et qui a consisté à identifier toutes les personnes qui sont en train de purger leur peine et pour qui il reste comment on appelle ça, quelques mois et en tous les cas moins d'un an, et donc qu'ils aient la possibilité d'être élargis selon la catégorie des délits ou des fautes qu'ils sont venus à commettre et qui sont à la base de leur détention. Donc là-dedans, on a entendu 1500 personnes, c'est quand même un nombre important, bien que ce n'est pas suffisant. Et les 1500 personnes ne règlent pas le problème de la prison de Niamey. La prison de Niamey, on a une situation catastrophique où il y a un nombre pléthorique. Il y a plus de 1400 et quelques personnes au niveau de Niamey. Même si on prend la moitié, le problème reste toujours là. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens. Malheureusement, eux, ce n'est pas des condamnés. Et c'est des prévenus. Et c'est les plus nombreux. Et on ne sait pas qu'est-ce que le gouvernement, sur leur cas, envisage de faire. Parce que la décision qu'il a prise, on a parlé de remise de peine, ça veut dire qu'elle concerne les personnes condamnées et qui sont en train de purger la peine. Mais les personnes qui sont poursuivies et qui sont en situation de prévention et en détention préventive, parfois abusive, et pour des broutilles, pour des rien du tout, comme le cas de nos camarades qui sont aujourd'hui injustement embastillés, injustement détenus et pour des choses qui n'en valent pas du tout la peine. Nous avons pensé que ça nous concerne. Et nous pensons que ça doit aller au-delà des seuls détenus qui sont en train de purger les peines. Parce que vous avez entendu dans le message, on a parlé de remise de peine. Remise de peine, ça veut dire qu'on a déjà prononcé une peine contre vous et on vous fait une remise, on fait grâce de ça. Mais donc, ceux qui n'ont pas été jugés et condamnés n'ont pas de peine, il n'y a pas de notion de remise de peine, ne les concerne pas. Par contre, ça doit les concerner. Ça doit concerner tous ceux qui sont en détention préventive abusive. Il y a des gens aujourd'hui qui sont même en détention préventive oubliés de leur juge d'instruction, oubliés de ceux qui les ont placés dans ces conditions de détention. Et ils sont très nombreux. Ils sont même dans la plupart des cas les plus nombreux. Et c'est pour ça que nous disons que la décision du président n'est pas finie. Il faudrait bien que la décision du président concerne tous ceux qui sont en situation de prévention, particulièrement ceux qui sont poursuivis par le ministère public.
ceux qui sont dans des affaires où c'est le ministère public qui a engagé la poursuite contre eux. Maintenant, si c'est des problèmes qui concernent des personnes, quelqu'un qui a tué quelqu'un, donc naturellement les parents de la victime peuvent trouver injuste pour eux aussi qu'on libère les gens, parce que tout simplement il y a coronavirus. Mais par contre, ceux qui sont poursuivis du fait des petites fautes que le ministère public est en train de poursuivre, donc tous ces gens-là qui sont en détention préventive, qu'on puisse être dans la position de les élargir. Parce que ça ne dépend que de l'autorité de poursuite qui continue à les poursuivre en attendant de vérifier. D'ailleurs, ce n'est que en information qui sont placées pour ceux qui sont dans cette situation-là. Et j'ai dit, ils sont très nombreux. Donc ça veut dire que le président doit aussi prendre des mesures qui doivent concerner cette catégorie de personnes-là. Maintenant, évidemment, on n'a pas dit qu'il faut libérer tous ceux qui ont été des gens qui ont posé des actes gravissimes, infamants et ignobles, qui sont des criminels invétérés. Nous, on ne va pas demander qu'on ouvre les prisons pour que tout le monde sorte. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que là, c'est très grave encore. On va avoir une situation qui peut avoir des contre-coups très graves. Alors que notre combat est en train de dire il faut que ceux qui ont posé certains actes gravissimes, genre ceux qui sont concernés par les dossiers du ministère de la Défense, doivent faire l'objet d'une poursuite en bonne et due forme et sanctionnée, même s'il y a coronavirus. Et donc, on ne peut pas, donc dans ces conditions-là, vouloir une chose et son contraire. Nous sommes cohérents dans notre démarche. Nous considérons que ceux qui ont des fautes lourdes, graves et autres, ça, ils ne doivent pas être concernés par ce genre de choses. Ceux qui ont des problèmes qui concernent surtout des personnes des privés qui sont victimes, il y a des parties civiles, naturellement. Et là, à ce niveau aussi, il faut en tenir compte. Maintenant, par rapport aux autres, cela ne veut pas dire qu'on va avoir une panne de la justice, que c'est fini au Niger, comme il y a le coronavirus, et donc il n'y a plus de justice. Non, il faut bien que des gens qui ont posé des actes aussi graves, comme ceux que nous sommes en train de plaider, pour qu'on puisse traiter et de ça au niveau de la justice, notamment des dossiers, genre celui du ministère de la Défense, que ces dossiers-là puissent être évidemment traités et que les personnes coupables puissent être sanctionnées à la hauteur des fautes qu'ils ont commises, même si le coronavirus est là. Dans les mesures aussi d'accompagnement qui ont été annoncées par le président de la République, il a annoncé que l'État s'engage à prendre en charge pendant les 2 mois qui suivent, donc la valeur des coûts de tranche sociale. Maintenant, il y a deux notions. La tranche sociale, c'est une quantité d'électricité, par exemple, qui est prévue. Il y a ce qu'on appelle ceux qui ont le prix social là qu'on a fait, qui est de 58 francs, et qui concerne une certaine quantité d'électricité à consommer, 50 kWh. Ça, c'est la tranche sociale. Maintenant, il y a sur la TVA aussi l'aspect tranche sociale où on a dit 150 kWh. Lorsque vous allez consommer jusqu'à 150 kWh d'électricité, vous êtes exonéré de TVA. Maintenant, au-delà de 150 kWh, donc vous allez payer la TVA. Et on a donc considéré de 0 à 150 kWh, et même pour les autres comment on appelle, abonnés, et qui ne sont pas les abonnés sociaux. Les abonnés sociaux, ce sont des gens qui sont abonnés avec un compteur de 3 kg et qui ont une consommation qui ne dépasse pas 50 kWh. Maintenant, il y a la tranche sociale en électricité, c'est celle qui est exonérée de TVA. Nous pensons que c'est de ça qu'il s'agit. Donc ça va de 1 kWh à 150 kWh. Maintenant, au-delà de 150 kWh, la TVA est applicable pour ces cas-là. Donc, maintenant, si le gouvernement dit qu'il s'engage à prendre en charge la tranche sociale, ça veut dire qu'au niveau de toutes les familles, on va prendre en considération le fait que toutes les consommations de 0 à 150, l'État va s'occuper de ce paiement-là. Et en ce qui concerne la valeur que cela représente. Maintenant, ça, c'est une première lecture. Et c'est l'idéal pour nous.
La deuxième lecture, c'est de considérer que la tranche sociale, ça concerne uniquement ceux-là qui sont les abonnés de la Nigélec, qui ont une consommation inférieure à 1 à 50 kWh et qui ont des compteurs de 3 kg. Donc ceux qui ont des compteurs au-delà de 3 kg donc, ne sont pas concernés par cette tranche sociale-là. Donc, mais j'ose espérer que l'ambition, ce n'est pas pour faire de la discrimination. Au Niger, là, aujourd'hui, et pratiquement, on peut dire tout est social. La majorité écrasante des Nigériens sont sociaux. Même d'autres acteurs ont besoin de soutien dans la situation actuelle de ce coronavirus qui pratiquement inhibe les actions de tout le monde, qui confinent les uns et les autres, qui bloquent les gens. Regardez aujourd'hui, c'est pitoyable quand vous partez au grand marché. C'est pitoyable quand vous partez, vous regardez les gens qui passent toute une journée en train de se regarder. Il n'y a personne qui vient. Ils passent toute une journée. Il y a des gens, quand ils viennent le matin, ils se débrouillent pour arriver, mais le soir, ils retournent. Même les frais de taxi, c'est un problème pour eux. C'est des cas qu'on a constatés au niveau des grands marchés, surtout que maintenant, on ferme ça même à partir de 17h, ça ouvre à 9h, ça ferme à 16h ou 17h. Donc, il y a vraiment de quoi être préoccupé. Et nous osons espérer que tout ça là, le gouvernement va mettre ça dans une démarche pour être dans la position de considérer qu'il y a une nécessité de s'ouvrir pour obtenir les moyens qu'il faut et développer des initiatives de soutien collectif qui vont permettre d'alléger les souffrances des uns et des autres et au niveau collectif et même au niveau individuel selon le cas par rapport à la prise en charge de certaines maladies. Nous sommes dans une période de chaleur intense. Le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, et c'est des mois très durs. Et le gouvernement, de notre point de vue, doit aussi être dans la position de tenir compte de toutes ces questions-là pour voir quel type d'allègement on peut être amené à faire bénéficier. Maintenant, par rapport à tout ça, il y a des questions de droits de l'homme. Des questions de droits de l'homme qui se posent. Les questions de droits de l'homme qui se posent, c'est que quand il y a des mesures, notamment genre la mesure d'urgence et l'état d'urgence, évidemment l'état d'urgence, c'est un état qui permet aux autorités administratives et même politiques de prendre certaines mesures de restriction des libertés et qui doivent être faites dans un délai moindre et sous le contrôle normalement du Parlement. Notre Parlement pour le moment n'est pas encore en session, mais il paraît que très bientôt il va être en session, peut-être dans quelques jours. Donc le problème de l'absence du Parlement peut être considéré comme réglé. Et s'il est là, donc s'il y aura certaines mesures d'abus contre les populations, le gouvernement l'Assemblée peut être en mesure d'interpeller le gouvernement et de faire des recommandations dans le sens de l'allègement que le gouvernement peut être amené à faire en faveur des personnes qui en seraient les victimes. Donc voilà ce que je peux être amené à vous dire. Et le message, cette fois-ci, a été, comment on appelle ça, bien accueilli globalement par les gens. Et surtout qu'il y a particulièrement ces mesures sociales au niveau de la justice. J'ai vu avec quel bonheur certaines catégories de nos compatriotes ont exprimé leur extase lorsqu'ils ont appris que certains de leurs parents, amis ou camarades politiques ou sociaux viendraient à être élargis en raison de ces mesures-là. Je pense que ça pourra aider à ramener un peu, je vais dire, la sérénité aussi dans le pays. Notre souci, c'est que si le coronavirus peut nous amener à réussir ce que nos consciences, notre lucidité, notre responsabilité citoyenne ne nous a pas permis de faire, et qu'il a fallu le coronavirus pour qu'il nous oblige à le faire, je pense que nous devons tous être dans la position de tirer la bonne leçon et de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui lui a rendu possible la création de situations telles que nous sommes en train de les vivre, où dans le monde entier,
aujourd'hui les puissants, les plus puissants même, sont en train de réaliser que malgré leur puissance, leur force, ils ne sont que, ils sont rien du tout, face à même des petits virus, même invisibles. Donc la puissance, le fort n'est jamais plus fort, comme on dit, que lorsqu'il a conscience de sa faiblesse. Et je crois qu'aujourd'hui, même ceux qui se croient les plus forts ont désormais conscience de leur faiblesse. Et j'ai suivi les discours dans certains pays, le comportement de certains dirigeants de certains pays qui, hier, faisaient preuve d'arrogance systématique. Aujourd'hui, font preuve de modération, font preuve d'humilité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le cas italien est un cas flagrant. Lorsqu'on voit l'Italie en train d'ouvrir les yeux et les oreilles partout, et étendre les mains partout, et pour espérer le soutien venant de tout le monde, y compris des pays qui hier étaient excommuniés, comme le Cuba aujourd'hui, qui vient au secours de l'Italie, la Russie qui vient au secours de l'Italie, et donc de l'Europe. Je pense que le monde est en train de tourner une nouvelle page. Et nous osons espérer ici dans notre pays, et je vais terminer par là, que tous ensemble, nous devons être capables de créer les conditions qui doivent nous permettre de faire face ensemble, en tant que fils de ce pays, à cette épreuve devant laquelle on est, en essayant de corriger les impairs qui sont là, et à créer une dynamique qui va rendre possible que tous ensemble, en cœur, nous prions notre Dieu tout-puissant pour qu'il puisse nous protéger notre pays et qu'il protège notre peuple de cette situation et ô combien dangereuse telle que nous sommes en train d'entendre les échos. C'est vrai, on a quelques cas qu'on a enregistrés dans notre pays, mais enfin, la situation de notre pays n'est pas encore aussi dramatique que celle des autres. Nous osons et souhaitons espérer entendre ces problèmes-là à travers ce que nous voyons télé, radio, que de le vivre nous-mêmes au Niger, parce que notre situation n'est pas comparable à ces pays-là. Et nous plaidons pour que Dieu, le Tout-Puissant, puisse nous protéger et faire en sorte qu'ensemble, fils de ce pays aussi, que nous comprenions que nous avons des comportements à changer. Notre gouvernement doit revoir la copie de sa gouvernance. Nos compatriotes doivent revoir leur copie en termes comportementaux pour que nous puissions être dans la position de faire en sorte que nous puissions nous relire dans nos comportements et oser espérer que, et au terme de cette pandémie, et que notre pays puisse se retrouver sur, comment on appelle, sur le bon côté, c'est-à-dire retourner sur son bon pied.